L'association des amis de Pierre Gripari présente Conversation avec le chansonnier Dr Merlin sur Pierre Gripari et la musique. Entretien réalisé le 27 février 2023 au domicile du Dr Merlin. Docteur Merlin, bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien sur Pierre Gripari. Alors, Docteur Merlin, je n'ai pas besoin de vous présenter, vous êtes un chansonnier bien connu qui avait notamment chanté des textes de Pierre Gripari, nous allons en parler tout à l'heure. La première question que j'ai à vous poser, Docteur Merlin, est la suivante. Comment avez-vous connu Pierre Gripari ? Oh, alors c'est très simple, c'était un colloque d'une association pour la civilisation européenne et un de mes très chers amis disparu malheureusement depuis, qui s'appelait Marc Vidal, qui était le responsable d'une librairie en ligne qui s'appelait Les Oies Sauvages, m'a dit viens, on va déjeuner avec Pierre Gripari. Et donc c'était à Versailles, je me souviens, et on est allé déjeuner dans un petit boui-boui, un restaurant algérien, tunisien, je ne sais pas, enfin bon, un arabe. Et on est allé manger un couscous. Et là, j'ai découvert Pierre Gripari, que je connaissais très mal par ses écrits. Et puis, j'ai été, comme beaucoup d'autres, subjugué par sa simplicité, sa culture phénoménale. Voilà, ça a été excessivement sympathique, un déjeuner extraordinaire. Et voilà, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, que j'ai pu prendre contact avec lui, et ça m'a permis de pouvoir ensuite le recontacter pour d'autres choses, et comme ça de le connaître un petit peu plus. Et quels ont été par la suite vos liens avec Pierre Gripari ? Oh, écoutez, ils ont été relativement limités parce que malheureusement ça s'est passé à une époque où il s'est passé peu de temps avant son décès. J'aurais tendance un petit peu à dire que j'espère l'avoir plus servi que l'avoir connu. Donc je suis rentré en contact avec lui pour le faire venir toujours dans cette association pour faire une lecture chez le président des Amis de Gripari, Gilles Bourquin, et puis voilà, et puis je ne vais peut-être pas anticiper avant une de ces questions, et c'est comme ça que petit à petit je suis venu à mettre en musique un certain nombre de ces textes. D'accord, donc est-ce que vous pouvez situer à peu près dans le temps ? On était à la fin des années 80, puisque je rappelle que Pierre Gripari est mort le 23 décembre 1990. Alors, à l'occasion d'une des rencontres que j'avais demandé à Pierre Gripari de venir, c'était un week-end où mes enfants participaient, un week-end scout, et donc avec pas mal d'enfants assez petits, dans les 8 ans, donc il est venu, et où il a fait une récitation d'un certain nombre de récits des contes de la rue Broca ou de la Folie Méricourt, je ne sais plus très bien. Et donc il était là au milieu de tous ces gamins et qui était absolument subjugué parce que il avait quand même une façon de raconter. Moi j'étais subjugué parce que je n'ai malheureusement absolument aucune mémoire. Et donc, même pour les chansons que j'écris, dont j'écris les textes, etc., j'ai un mal fou à les retenir. Je suis obligé d'avoir mes textes avec moi parce que sinon j'ai oublié entre-temps. Enfin, bon, peu importe. Alors que Gripari, il avait une mémoire absolument phénoménale. D'ailleurs, tout le monde sait que dans sa bibliothèque, il devait avoir 2 ou 3 livres. Tous les restes, il n'en avait pas besoin parce qu'il les avait lus une fois et il était à la limite capable de les raconter en entier. C'était absolument phénoménal. Et pareil, les contes de la rue Broca, moi je l'ai entendu réciter au point-virgule près les textes des contes
devant ses enfants, absolument médusé, parce que évidemment il avait toute cette façon qu'on retrouve d'ailleurs dans les enregistrements qu'il a fait, où il est à la fois extrêmement proche de la personne qui l'écoute. On a vraiment l'impression qu'il vous parle dans ces enregistrements, qu'il vous parle à vous directement, quoi. C'est un côté excessivement proche, et tout en étant très très cultivé, des mots très choisis, quelque chose de parfaitement élaboré, etc. Et donc à l'occasion de cette petite séance qu'il y avait à Weekend Scout, je me souviens, en plus c'était marrant parce que c'était dans un endroit où François Mitterrand venait en hélicoptère pour retrouver sa maîtresse. Donc c'était assez rigolo, voilà. Et j'ai demandé à Pierre, mais bon, ce serait bien que ces contes puissent être mis en chanson, en chanson, c'est-à-dire à versifier, etc. Et Pierre m'a dit, mais ça existe, c'est déjà fait, ça s'appelle Marelle. Et voilà, et tout est là-dedans. Et donc, je me suis, à partir de ce moment-là, procuré ce petit bouquin à couverture verte, et voilà. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement aux textes qui étaient dedans. Et puis, j'en ai mis quelques-uns en musique, à l'occasion, j'ai pu lui faire écouter ce que j'avais fait. Il m'a encouragé, ce qui fait que un certain nombre d'années, malheureusement, après sa mort, j'ai sorti un album des chansons de Gris Paris, donc des textes qui sont sortis dans ce petit opuscule qui s'appelle Marelle, que j'ai mis en musique. Voilà. Alors, vous avez anticipé beaucoup de questions que j'allais vous poser, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais y revenir, on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. La question que j'avais à vous poser auparavant, mais peut-être que vous aviez déjà répondu, c'était est-ce que vous avez des souvenirs, un ou plusieurs souvenirs marquants lors de vos rencontres avec Pierre Gris Paris ? C'est pas vraiment... je me souviens il avait un côté, je ne veux pas dire terre à terre, parce que mais par exemple, lorsqu'il est venu faire cette petite lecture chez notre ami Bourquin et son épouse, il m'avait envoyé une petite lettre en disant, bon, c'est bien entendu, hein, il faudra que quelqu'un vienne me chercher parce que... et puis qu'on me ramène parce que j'habite dans un petit bled, enfin dans un petit... voilà, il fallait que tout soit organisé, il était très prévoyant, etc. Et puis, enfin bon, moi je suis assez carré aussi, donc tout ça n'a pas posé de problème. Donc, mais c'est vrai que c'est des souvenirs. Et puis après, je parlerai peut-être de la soirée passée avec lui dans un certain cénacle un peu particulier. D'accord, on va y revenir après. Ouais. Quels sont les livres de Pierre Gris Paris qui vous ont le plus marqué ? Alors au début, évidemment, tous les livres pour enfants, parce que moi, à l'époque, dans les années 80, je me suis marié en 84, donc j'ai eu successivement en 85 ma première fille, en 86 mes jumelles, en 89 Grégoire, donc voilà, et tout ça. Et c'était parce qu'évidemment, ils m'ont tarabusté pour écrire des chansons, etc. On y reviendra avec l'histoire de Clémence, sûrement. Et donc, oui, comme je faisais déjà des chansons sous le nom de Docteur Merlin, il a fallu aussi que j'utilise ma guitare pour créer. Donc j'avais une pression sérieuse du côté de mes enfants pour les chansons de Gris Paris, évidemment. Donc c'est plutôt, on va dire, les contes de la rue Broca que vous aviez plutôt lu de Pierre Gris Paris. Enfin, vous connaissiez davantage l'univers pour enfants que l'univers pour adultes. Au début, oui.
D'accord. Et puis après, comme j'ai un côté un petit peu curieux, j'ai à peu près tout lu, quoi. D'accord. Alors, les préférés. J'ai une petite préférence pour Phosphore Nolok, Ah oui. quand même, parce que je trouve que c'est tellement à la fois rigolo et tout en étant très cartésien, alors que c'est complètement fou. J'ai trouvé ça très bien avec cette histoire de la marine anglaise et française qui patrouille derrière pour éviter d'aller au bout du monde pour voir que la Terre est plate et tout. Et que l'Amérique n'existe pas. Et que l'Amérique n'existe pas, absolument. Non, non, je pense que c'est un de mes préférés. Mais il y a aussi Dieu, Diable et autres contes de Mentré, quand même, Ouais. qui me plaît bien aussi. Hein. Ouais. Voilà. Mais tous les autres, moi, Mitounet Joly, Frère Gaucher, le voyage Frère en Gaucher, le Chine, voyage en Chine, Patrouille etc. du compte. J'ai Patrouille du Ouais. compte, etc. Mhm. J'étais un petit peu moins séduit par certains écrits un petit peu trop axés sur sa vie personnelle qui m'intéressaient un petit peu moins. Histoire de prose, Par on peut le exemple. citer. Oui, histoire Voilà. de prose. D'accord, très bien. Alors, on va revenir un petit peu, on va rester dans le domaine enfantin, puisque les chansons que vous avez chantées, Docteur Merlin, sont plutôt du côté de l'univers enfantin de Pierre Gripari. Hein. Vous me dites si je me trompe, mais voilà. Alors, en 1988, Pierre Gripari a fait éditer un recueil, vous en avez parlé, qui s'appelle Marelle, qui est malheureusement épuisé aujourd'hui, qui était en fait une coédition entre les éditions de Fallois et L'Âge d'Homme. Alors, je vais lire la préface de Pierre Gripari. Elle est très courte, elle est très intéressante parce qu'elle révèle beaucoup de choses. Il l'appelle d'ailleurs la préface express. J'avais écrit 2 recueils de contes pour enfants, les contes de la rue Broca et les contes de la folie Méricourt. J'avais écrit 2 petits romans pour enfants, Histoire du prince Pipeau et Jean-Yves à qui rien n'arrive. J'avais écrit 2 recueils de pièces de théâtre pour enfants, les pièces enfantines et les nouvelles pièces enfantines. Mais je n'avais pas encore écrit de poèmes pour enfants. Bon, ben voilà, maintenant c'est fait. Donc ça date de février 1985. Et donc il a écrit un recueil de poèmes ou de comptines. Il y en a 43 en tout. Pour enfants, et vous avez et donc les 10 je crois qui sont sur votre album, donc Max chante Gripari, sont tirés Absolument. voilà. Alors la question, excusez-moi, que j'avais à vous poser, c'est comment est-ce que vous avez choisi parmi les 43 poèmes pour enfants les 10 chansons pour votre album? Alors d'abord, j'avais reçu une lettre de Gripari à la suite de la petite entrevue qu'on avait eue, Ouais. dont j'ai parlé tout à l'heure, où il m'avait dit, mais ça existe déjà, il y a déjà ça. Et il m'a envoyé tout de suite une petite lettre en me disant, attention, hein, parce qu'il y a des titres qui sont interdits, parce que ça a déjà été racheté, enfin les droits ont été achetés par les éditions Damas, d'autres par je ne sais plus qui, où il y a eu effectivement une espèce d'opéra pour enfants qui est sorti, qui est tout à fait intéressant. Euh, et donc, dans ceux qui restaient, j'ai fait un choix de ce qui me parlait, de ce qui... vous savez, quand on écrit des chansons, une chanson, c'est toujours une rencontre entre un texte et une mélodie. Et il n'y a pas de règles, parce que s'il y avait des règles, ça se saurait, il y aurait que des tubes. Et donc, il y a des rencontres entre des textes et des musiques et des mélodies. Et puis, on essaye de faire coller l'un avec l'autre. Donc, voilà, c'est les textes qui m'ont bien parlé à ce moment-là. Et puis, où j'avais envie de mettre certaines musiques. Voilà. Et ouais, bon, on a fait une dizaine de chansons à ce moment-là. Absolument, et on peut dire que c'est un disque qui est sorti en 1995, hein, si ma C'est mémoire est ça. bonne, c'est ça? D'accord. Alors, vous aviez dit tout à l'heure, enfin c'est une question pardon, que je voulais vous poser sur Pierre Gripari par rapport à vos chansons. Si j'ai bien compris, donc il a déjà entendu vos chansons. Est-ce qu'il vous a quel a été son retour par rapport à ça, face à son ressenti? Écoutez, il m'a envoyé une petite lettre en me disant que ce que j'avais fait, ça lui paraissait très bien. Et grosso modo, continuer comme ça.
Maintenant, malheureusement, compte tenu de l'année de la sortie du disque et de l'année de son décès, bah, il n'a jamais entendu ces chansons orchestrées, arrangées, enregistrées. Voilà, il n'avait entendu que trois ou quatre chansons jouées à la guitare. Mais il m'avait, à mon avis, suffisamment engagé pour que je pense n'avoir pas trahi sa volonté. D'autant plus que, et je n'en suis pas peu fier, je dois le reconnaître, que Gris Paris avait une connaissance musicale tout à fait pointue. Et donc, les encouragements qu'il m'avait prodigués, je les garde comme quelque chose de précieux. Voilà, c'est pas simplement ouais, vas-y, tu peux faire ça c'est bien. Je pense qu'il avait été sensible, en tout cas, à la qualité que j'avais voulu y mettre. Voilà. D'ailleurs, lui-même, alors ça transparaît pas dans son œuvre, mais lui-même avait fait de la musique dans sa jeunesse, puisqu'il avait appris à jouer le piano, et il avait même été pianiste Pianiste de bar. de bal, donc il faisait ce qu'on appelait de la musique vivante, donc il fallait quand même avoir une certaine connaissance de la musique pour pouvoir jouer en direct, comme on dit aujourd'hui. Voilà, oui, mais c'est bien pour ça, c'est ce que je disais. Je ne suis pas fier pour que, qu'il ait agréé à la mise en musique de ces petites comptines, du moins de celles qu'il avait pu entendre. Voilà. Alors, docteur Merlin, est-ce que donc ce disque est sorti en 1995? D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver, ce disque aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours à la vente? Non. Non. D'accord. Non, non, il doit m'en rester 4 ou 5 exemplaires, voilà, que j'ai pu garder pour mes enfants ou pour mes petits-enfants. Non. Mais, comme ce premier opus avait été principalement créé pour mes enfants, maintenant mes enfants sont devenus des grands, ils ont eux-mêmes des enfants. Et donc, voilà, on m'a un petit peu poussé pour que qu'existe un deuxième opus. Puis j'avais quand même ça dans la tête depuis pas mal de temps. Et donc, on est en train de finaliser un enregistrement d'un deuxième volume des chansons de Gris Paris de Marel. Voilà, ce sera un Marel 2. Et donc, il sera bientôt possible d'avoir les deux enregistrements, car on fera bien entendu une réimpression du premier disque. Bien, bah écoutez, excellente nouvelle. Alors, j'avais une question maintenant un petit peu différente. On va sortir un petit peu de la musique pour revenir un petit peu à vos souvenirs que vous aviez avec Pierre Gris Paris. Quels sont les souvenirs matériels, alors par exemple des lettres, des livres, des dédicaces, des photos, que vous gardez aujourd'hui encore de Pierre Gris Paris chez vous? Bah écoutez, voilà, comme je disais, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose parce que finalement, à part ces quelques rencontres qu'on a eues, il y en a eu ouais, trois ou quatre. Euh, Celle qui est peut-être le plus amusant, c'est à l'occasion alors je sais plus du tout où c'était par contre, mais Pierre devait dédicacer ses livres et à côté, moi, je devais vendre mes disques, etc. Et ma fille Clémence, mon aînée, est allée le voir un petit peu. Bah, c'était une petite fille, hein, parce qu'elle est née en 84. En lui disant, bah oui, mais il faudrait que tu m'écrives une chanson parce que, alors, comme je disais, j'ai plusieurs enfants. Madeleine, elle avait de la Madelon, puis la Madeleine, elle aime tant ça. Eugénie, elle a larmes aux yeux. Grégoire, prends ton fusil, Grégoire, et tout. Et Clémence n'avait pas de chanson. Et j'ai reçu après, justement, puisque Pierre m'envoyait la liste des textes qui étaient réservés, que je ne pouvais pas prendre pour les mettre en musique, à la fin de la lettre, il y avait marqué: quant à la chanson pour Clémence, je te promets d'y rêver. J'avais trouvé ça absolument superbe, comme voilà, ce côté très, très naturel, et puis à la fois très, comment dire,
pas... je sais pas, je trouve pas le mot, mais c'est à la fois naturel et à la fois excessivement poétique, quoi. Enfin, je te promets d'y rêver, ça m'avait fait vraiment quelque chose. Et puis alors, 3-4 jours après, paf, je reçois le texte de la chanson Clémence, qui est un des premiers textes, on va dire, sérieux, donc pas un texte pour enfants que j'ai mis en musique. Prends un siège au Sénat, dit l'empereur Auguste. Tu as agi, mon gars, d'une manière injuste. Tu t'es conduit contre ton bienfaiteur, comme un affreux conspirateur. Mais Clémence passait par là, avec son sourire ineffable, devant ce visage adorable. Le grand Auguste pardonna. Et que j'ai enregistré alors, sous le nom du docteur Merlin, alors que les disques pour enfants, enfin le disque pour enfants c'était Max, parce que je voulais pas qu'il y ait je vais pas dire de compromission, mais voilà. Moi, je fais de la chanson engagée, assez politique, etc., sous le nom de docteur Merlin, et je ne voulais pas entacher le don de Pierre Gripari et l'embrigader de façon trop systématique. Ce qui ne m'a pas empêché plus tard de reprendre un certain nombre de textes. Mais alors ça, c'est après son décès. Et en fait, c'est surtout avec la connaissance plus approfondie que j'ai pu avoir de Gripari et de ses textes, grâce aux amis de Gripari, et avec cette espèce d'ambiance excessivement amicale qu'on avait pu avoir avec Gilles Bourquin, avec puis tous les organisateurs, avec ça y est, je ne trouve pas les noms évidemment parce que je commence à devenir gâteux, alors j'ai une mémoire de poisson rouge, mais il y avait des comédiens, des comédiennes, etc. qui venaient. On a eu comme ça un certain nombre de soirées qui étaient excessivement agréables et d'un très haut niveau on va dire culturel, on va pas faire du grand style et tout, mais il y avait une amitié, il y avait voilà, ça planait quand même très haut mais pas très haut de la façon insupportable. Non, c'était un bonheur de dépasser le terre à terre, quoi. Voilà. Alors pour les comédiens, bon, moi je n'étais pas là à l'époque, mais je pense qu'il devait s'agir de Guy Moigne et Nel Raymond qui nous ont quittés malheureusement. Nel Raymond en 2015 et Guy Moigne en avril l'année dernière, et qui avaient fondé une compagnie qui s'appelait le Solilès, du nom du premier recueil de Pierre Gripari publié aux éditions L'Âge d'Homme en 1975, et qui ont tenté, vaille que vaille, de jouer du Gripari dans des grands théâtres, et malheureusement ils n'y sont pas arrivés. Voilà, mais j'ai un grand souvenir, c'était dans un espèce de petit théâtre, je ne me souviens plus où, et Anne Martin-Conrad saura sûrement parce qu'elle a une mémoire éléphantesque bien meilleure que la mienne. Et donc il y avait une scène où Guy Moigne est allé réciter, et entre autres ce jour-là, il avait récité les quatrains 14 juilletistes. Et là, j'étais là à écouter parce que ce texte qui a un côté magique, rigolo et rigoureux quand même. Et j'ai dit, mais ça, il faut que ça soit... Il faut que ça soit... Il faut qu'il y ait une musique là-dessus. C'est parisien, c'est parigot, il faut une Java, etc. Et c'est après... voilà. Mais c'est après sa mort. Voilà. J'ai mis ça en musique, et les quatrains 14 juilletistes, finalement je l'ai enregistré il y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans. Et c'était en même temps que aussi un autre disque était, comment ça s'appelle, à Saint-Denis, qui a un très beau texte, etc., qui se termine de façon assez... amusante.
Voilà, mais ça, c'est des choses que j'ai fait. Sinon, avant, j'avais relativement peu enregistré de Gris Paris. J'avais enregistré la chanson sur Clémence, donc il m'avait adressé. Et puis ensuite, la chanson que j'avais écrite juste après sa mort, parce que ça m'avait quand même excessivement touché. Et j'avais trouvé que voilà, il fallait faire quelque chose. Et c'est là où j'ai écrit Pierre et le Père Noël. On va en parler. Justement, ça tombe très bien parce que c'était ma première question. Donc, en 1996 est paru un recueil de textes en hommage à Pierre Gris Paris aux éditions L'Âge d'Homme qui s'appelle Le Tombeau de Pierre. Vous avez écrit donc une chanson qui s'appelle Pierre et le Père Noël. Alors, je vais lire un petit extrait et puis on va, sauf si vous voulez le lire vous. Je vais en lire un petit extrait et puis ensuite vous nous parlerez de ce texte qui est un très très beau texte. Alors je vais lire la fin. Alors quand il apprit que le bon Père Noël avait beaucoup vieilli et lorgnait vers le ciel, lui qui avait donné tant de rêves aux gamins, il n'a pu supporter qu'on les laisse orphelins. Et quand vint le 23 décembre, les dieux lui annoncèrent son trépas. Pierre qui rêvassait tout seul dans sa chambre, quitte à faire de la peine, ne se déroba pas. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce texte qui est un texte très beau, très, très émouvant? Oui, enfin, c'est toujours difficile de dire qu'un texte qu'on a écrit est très beau et très émouvant. C'est moi qui le dis, j'en prends la responsabilité parce que c'est très sincère. C'est gentil, mais voilà, quand j'ai voulu écrire cet hommage à Pierre Gris Paris, c'est d'abord parce que il avait... Dans la façon dont j'ai élevé mes enfants, il avait une certaine place, puisque le soir, quand j'allais coucher les petits, on lisait Gris Paris. Et même ma dernière, Olympe, qui est née en 98, donc bien après sa mort, elle a été élevée, voilà, elle s'est endormie au Gris Paris. Et un des premiers livres qu'elle a voulu entendre, puisque c'est moi qui les disais, c'était Patrouille du Comte. Et pourtant, oui, absolument. Ah oui, elle était encore petite, mais elle aimait beaucoup ça. Donc je ne voulais pas faire un hommage flonflon, pompon et tout. Et je voulais rester dans ce côté conte, etc. Et c'est donc là où j'ai imaginé que Gris Paris, finalement, allait remplacer le Père Noël qui mourait. Et donc Gris Paris, le 23 décembre, c'est-à-dire le jour où il est mort, voilà, il est mort sur la terre pour pouvoir remplacer le Père Noël. J'ai trouvé que ça lui allait bien, d'autant plus que, alors je ne sais plus si c'est dans Dieu, Diable et Conte de Mentré ou dans un autre, où il y a justement l'interview du Père Noël. Alors c'est dans L'Arrière-Monde. L'Arrière-Monde, bon voilà. Et qui est une pièce absolument extraordinaire où le journaliste va voir le Père Noël qui râle contre le petit Jésus qui fait chier tout le monde alors que c'est lui quand même le plus important. Voilà. Et donc, voilà, instinctivement, il fallait que ça soit ça. Et ouais, je crois que c'est une chanson qui est pas si mal faite. Alors, à la fin de ce recueil, Le Tombeau de Pierre, édité aux éditions L'Âge d'Homme, il y a une petite biographie de chaque intervenant dans le livre, donc vous entre autres. Et à la fin, il y a écrit donc, de votre petite biographie, qui se trouve à la page 142, Pierre lui a offert la chanson Clémence, dont vous nous parlez tout à l'heure, où il règle ses comptes avec le fusilleur d'écrivains. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus en profondeur de ce texte Clémence? Alors, le texte de Clémence, à la base, c'est quand même ma fille qui à l'époque avait été quand même pas très vieille, puisqu'elle est née en 85 et que Gris Paris est mort en 89. 90 23 décembre 90. Et donc, elle était toute petite et elle était allée le voir pour lui réclamer. Et donc, j'ai reçu le texte après. Et ce texte est évidemment sur la notion de clémence. Et comme illustration, il commence d'abord par parler de la clémence de Titus, etc. Et puis ensuite, il termine, comme il dit, la clémence d'aujourd'hui et les rois d'aujourd'hui, etc. Et faisant un
parallèle avec le général de Gaulle, enfin le pseudo-général de Gaulle, qui a refusé la clémence pour Robert Brasillac. Et c'est une chanson, évidemment, qui était excessivement émouvante, je trouve, et que je chante quasiment tous les ans lors de l'Assemblée générale des Amis de Brasillac, parce que c'est à la fois, comme toujours avec Gripari, c'est à la fois cultivé, mais tellement proche, tellement naturelle, tellement évidente. Et c'est... voilà, ça coule de source, c'est émouvant, c'est... voilà, et puis quoi, merde, pardon. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est excessivement bien écrit. Ouais. Voilà. C'est excessivement bien écrit. Là, je vois, je viens de passer un certain nombre d'heures à enregistrer ces 11 nouvelles chansons. C'est excessivement bien écrit. Tout est là-dedans. Il y a, on va dire, il y a une... on a l'impression qu'ils dégustent ces mots, quoi. C'est de la gastronomie, pratiquement. Voilà, c'est un côté magique, c'est un côté... Les mots sont parfaitement bien choisis, mais c'est à la fois... c'est vu au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré, tout ce qu'on veut. Bon, c'est tout le côté qui fait que Gripari est un auteur extraordinaire et que, malheureusement, est encore trop méconnu, mais qui fait la joie de tous les gens qui s'y intéressent, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, justement, j'avais une question là à laquelle vous commencez à répondre. Comment réagissent les enfants et les adultes aux chansons de Gripari lorsque vous les chantez en public ? Alors, c'est pas tellement quand je les chante au public, parce que le problème avec les enfants, c'est que quand ils connaissent pas les chansons, ils ont un petit peu de mal à se mettre dedans, parce que, voilà. En revanche, et ça c'était la magie du CD, dans les voitures, comme je disais aux parents qui achetaient le disque, d'ici quelques semaines, vous n'allez plus pouvoir me supporter. Parce que les gamins, et je veux la sorcière, et encore la sorcière, et encore la sorcière, etc. Voilà. C'est-à-dire que les gamins, là je vois, j'ai un ami qui à l'époque était un jeune militant d'une vingtaine d'années, mais qui était quand même déjà très, très porté vers la littérature, etc. On est resté... très copain. Maintenant, il est 20 ans après, 25 ans après, il a un petit garçon, et il m'a envoyé une vidéo du petit garçon dans son fauteuil, dans la voiture, en train d'écouter, je ne sais plus quelle chanson que j'avais enregistrée. Ça fait extrêmement plaisir, quoi, parce que, voilà, non, ça marche bien, quoi. Je crois que ça marche bien avec les gamins, ça marche bien. J'espère que le prochain disque il va marcher aussi bien avec les gamins que les autres, c'est pas grave. Bien, souhaitons-le. Alors, pourquoi le recueil Marelle en particulier et pas des recueils de poésie pour adultes ? Alors bon, là, ça ne se dirige pas à des enfants, effectivement, mais je relisais, par exemple, il n'y a pas longtemps, des poèmes, je picorais par-ci par-là, des poèmes du Solilès, et d'un autre recueil de Pierre Gripari, qu'à titre personnel, j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Chants du Nomade. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas puisé aussi dans ces recueils de poèmes-là ? Alors, j'ai puisé un petit peu, mais pas beaucoup, je reconnais. Bon, parce que les chansons pour enfants, voilà, c'est les chansons pour enfants. Donc c'est Max qui enregistre ça, c'est à part. D'accord. Voilà. Après, en tant que docteur Merlin, je suis quand même on va dire un chansonnier assez politiquement incorrect. Et donc, j'ai eu un petit peu tendance à choisir quelques textes qui me parlaient, ou en tout cas qui étaient dans la logique des albums que je pouvais sortir. Donc c'est pour ça que j'ai sorti les 4-1-14 juilletistes, c'est pour ça que j'ai sorti
comment ça s'appelle, à Saint-Denis la Rouge, je pense, un canard qui bouge. Voilà, parce que ça correspond quand même à l'esprit des albums que je sortais. Voilà. Donc, il y avait moins de raisons de prendre d'autres poèmes, peut-être moins engagés, moins... voilà, bon, et puis parce que je fais pas... le dernier disque, j'ai mis 15 ans à le sortir, donc voilà, c'est pas tous les jours, quoi. Comment est-ce que vous expliquez que 32 ans après sa mort, puisque Pierre Gripari nous a quittés maintenant il y a 32 ans, en 2023, on va maintenant sur la 33e année, comment vous expliquez que finalement son œuvre soit ignorée aujourd'hui, à part l'œuvre enfantine? Les Contes de la rue Broca sont forment comme un espèce d'écran immense qui cache une œuvre d'une vie entière. Oui, bah écoutez, je ne suis pas sociologue, hein, donc j'ai pas d'explication majeure. C'est vrai que les contes de la rue Broca, les contes de la Folie Méricourt restent... alors, est-ce que c'est encore beaucoup vendu chez Gallimard et tout? Je ne sais pas. Je sais que j'ai des exemples assez rigolos de classes d'enfants où on les a pris, où on passe mes disques et tout. J'avais des dessins, je me souviens, c'était au Québec, où j'étais allé dans une classe chanter ça parce que j'étais en voyage là-bas avec des copains dont l'épouse était dans une classe comme ça pour enfants. Donc j'ai été chanter et là-bas ça paraissait tout à fait naturel, etc. Je pense quand même que le côté sulfureux de Gripari, comme il disait à l'époque, quand il essayait de placer ses textes, il disait voilà, je suis homosexuel et fasciste. Et à l'époque, c'était surtout le fait d'être homosexuel qui l'empêchait de faire. Aujourd'hui, ce serait l'inverse. Ouais. Donc voilà. Je pense que à la fois à l'époque et à la fois maintenant, il a tout ce qu'il a eu et il aurait maintenant tout ce qu'il faut pour qu'on mette sa littérature sous le boisseau. Mais d'un autre côté, il y a tellement de livres qui sortent, il y a tellement de choses. La presse est tellement univoque, elle a tellement de faux prophètes, de faux littérateurs, de faux tout ce qu'on veut, que qu'est-ce que vous voulez dire, voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme vous et moi, Merci. pour être subjugués par des choses et tout. Combien y a-t-il de gens encore qui s'intéressent à la littérature, qui s'intéressent aux beaux textes, qui s'intéressent à la magie des mots? J'en sais rien. Je ne suis pas sûr que Pierre Gripari était un fou de TikTok. Non, je ne pense pas. Une autre question, docteur Merlin. Quand est-ce qu'on pourra écouter votre nouveau disque? Est-ce que vous avez, je ne vais pas dire une date précise, mais à peu près, est-ce que ce sera dans le courant de l'année prochaine? Non, c'est dans le courant de l'année. On espère le sortir vers mi-avril. Après, c'est des contingences de réalisation du livret, parce qu'on voudrait essayer de faire quelque chose qui soit facilement abordable pour les enfants, justement, avec des textes, la réimpression des textes suffisamment gros, avec des beaux dessins, voilà. Plus qu'un petit livret pour CD, d'autant plus que, comme on en parlait tout à l'heure, hors interview, le CD est quelque chose qui a maintenant tendance à disparaître, mais qui n'est remplacé à la limite que par du virtuel. Et c'est problématique parce que quand c'est virtuel, on n'est pas forcé d'aller le chercher quand on n'a pas le support matériel qui garde je trouve un certain intérêt, d'autant plus que le plus souvent, quand on faisait... ça fait 40 ans, donc
mais quand on faisait une pochette de 33 tours, et même après des pochettes de CD beaucoup plus réduites, beaucoup plus petites, mais il y avait tout un travail artistique pour la pochette, etc., la mise en place des textes, des choses. Voilà, c'était un objet. Maintenant, on est dans l'ère du virtuel. Je ne suis pas persuadé que le virtuel soit des supports très, très efficients pour la culture. Enfin bon, c'est un vaste sujet. Oui, c'est comme pour le débat entre le livre support papier et le livre électronique, c'est pareil. Il faut aimer l'odeur du livre, le bruissement de la page, le marque-page qu'on met le soir quand on a les yeux qui commencent à se fermer, et qu'on met le marque-page et qu'on pose le livre sur la table de nuit avec les lunettes à mon âge maintenant. Voilà, tout ça, ça fait partie d'une magie, des choses. Je ne suis pas du tout persuadé qu'avec la tablette... D'ailleurs, je ne suis pas persuadé que la tablette marche aussi bien que ça. Maintenant, quand on va dans les grands magasins, que ce soit la Fnac, Cultura ou des choses comme ça, il y a énormément de livres de papier maintenant. Est-ce qu'ils sont beaucoup lus Là encore, vaste question. Moi qui ai pris le train pour venir jusque chez vous aujourd'hui, j'étais le seul dans le wagon avec un livre. Tous les autres gens avaient le téléphone portable dans les mains. Donc voilà, ça répond malheureusement à votre question. La question, c'est que avec leur portable, que regardaient-ils? C'est ça, parce que à la limite, vous parlez de tablettes ou de choses comme ça. Bon, là, c'est un succès d'année, c'est un remplacement, etc. Mais je pense que sur les gens qui regardaient leur portable, soit ils regardaient les courriers qu'ils avaient reçus, soit ils regardaient des vidéos de chats. Voilà. Ça m'étonnerait qu'ils lisent du Tolstoï ou du Gris Paris. Alors, docteur Merlin, j'ai là sous vos yeux la copie de la pochette de votre album Max chante Gris Paris, que je mettrai en ligne pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la pochette de votre album, le dessin? Alors, on croit reconnaître peut-être le gentil petit diable, hein, c'est ça? Oui, absolument. Alors ça, c'était l'illustration de ce premier tome avait été fait par un de mes amis, Franck Marest, qui depuis a quitté la région parisienne, que je n'ai malheureusement pas pu réussir à joindre. Pourtant, j'ai essayé aux divers endroits où il avait travaillé. J'ai laissé des messages et tout, et puis voilà, il m'a jamais rappelé. Peut-être n'a-t-il même pas eu les tentatives que j'avais eues de le joindre. Voilà. Donc, sur le prochain album, qui réunira d'ailleurs les deux enregistrements, les dessins ne seront plus de mon ami Franck. Voilà, ce sera ceux de mon épouse. D'accord. Alors, en venant chez vous, docteur Merlin, ce matin, la première chose que vous avez fait, à part me servir très, très gentiment un verre de vin, ça a été de me montrer un portrait de Pierre Gris Paris fait par Pierre Delaunay. Est-ce qu'on peut dire que Pierre Gris Paris vous a marqué? Ah bah, m'a marqué, c'est sûr. Mais comme un certain nombre de gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand on se retourne sur cette vie qui s'est passée malheureusement tellement vite, avec tellement de choses qui nous empêchent de nous intéresser aux choses essentielles, on va dire. Voilà, j'ai eu la chance de dîner un soir avec Jean Co. Voilà, j'ai rencontré beaucoup plus souvent, souvent c'est beaucoup dire, de plus nombreuses fois, des gens comme Jean Raspail, Bernard Lugan, oui. Aramis, etc. Voilà, les engagements que j'ai pu avoir ont fait que j'ai eu la chance de côtoyer des gens intéressants, brillants, intelligents, Alain de Benoît, Pierre Vial, etc. Des gens qui m'ont marqué, Guillaume Faye,
des gens qui ont marqué ma jeunesse, voilà, mais aussi Pierre Sidos que j'ai rencontré par la suite et qui était bien éloigné d'une figure caricaturale qu'on avait pu en faire. Voilà. Voilà. Les engagements de jeunesse qui ont perduré, puisque voilà, je suis toujours fidèle, m'ont permis de rencontrer des tas de gens. Et Pierre Gripari fait partie de ces gens-là parce que, comment dire, parce que c'est rentré en concordance avec des préoccupations que je pouvais avoir à l'époque, c'est-à-dire l'éducation de mes enfants. Et donc, voilà, c'était très bien. Je faisais de la musique, je jouais de la guitare, et c'était très bien. On a pu faire ces textes-là, voilà. Comme on dit, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et c'était très bien. Et voilà, on s'est rencontrés au bon moment, en tout cas pour moi. Merci, docteur Merlin. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à notre entretien qui arrive à sa fin? Non, la seule chose que je voudrais remettre un petit peu en exergue, c'est que j'espère que... D'ailleurs, c'était dans les textes que j'avais pu écrire dans la pochette de Marel, j'avais mis... si ces chansons peuvent être reçues par... faire aux enfants autant plaisir que ça m'a fait plaisir de les composer, je pense que Gripari de là-haut serait content. C'est un petit peu ça. Voilà, j'espère, je dis, j'espère l'avoir plus servi que je n'ai eu malheureusement le peu de temps que j'ai eu à le connaître, et sans doute pas suffisamment, mais suffisamment quand même pour garder une fidèle amitié de toutes ces années. Voilà. Merci infiniment, docteur Merlin. Au revoir.